Nouvelle-Calédonie, actualité. Dramatique collision ce matin entre un bus de la compagnie Taneo et un poids lourd. Les faits se sont produits à Dimbéa sur la Save Express dans le sens nord-sud. Une personne est décédée, 3 sont en urgence absolue et une vingtaine de blessés ont été transférés au CHT. L'établissement a pu déclencher le plan blanc pour cet exceptionnel accident. On fait le point dans un instant. La magie de l'amour, la tendresse, l'affection et la sexualité chez nos seniors ou le troisième âge a fait l'objet d'une conférence ce matin à Nouméa. Objectif, lever les tabous sur le regard que porte notre société face aux désirs de nos aînés. Un moyen de libérer la parole et de sensibiliser le public. On en parle dans cette édition. Puis nous irons à Canala dans la baie de Wassé dans cette édition pour la continuité de notre feuilleton dédié aux fouilles archéologiques. Dans ce deuxième volet et de ce deuxième épisode, nous passerons à l'action et découvrirons comment ces spécialistes du patrimoine opèrent pour mettre à jour le passé. Enfin, à la fin de ce journal, direction le Mont d'Or, la commune organise sa semaine handicapable. Il s'agit de la 15e édition, un dispositif pour sensibiliser les Calédoniens aux réalités du quotidien des personnes en situation de handicap. Plusieurs actions sont organisées, parmi elles, un escape game grandeur nature. Il s'est déroulé au lycée Saint-Pierre-Chanel de la Conception. Nous y étions. Il est environ 7h30 ce matin lorsqu'un bus du réseau Taneo entre en collision avec un poids lourd sur la Save Express entre la ZAC Panda et Nakutacoin, dans le sens nord-sud. Une septuagénaire a perdu la vie et plusieurs blessés ont été transférés en urgence au Medipôle. L'établissement a dû déclencher son plan blanc. En quoi consiste-t-il? Découvrons-le dans ce reportage de Vanessa Kofi-Kende et Michel Pimbé. Une trentaine de passagers étaient dans le bus Taneo ce matin vers 7h30 lorsqu'il est entré en collision avec le poids lourd sur la Save Express à proximité de Nakutacoin. L'accident a conduit au décès d'une septuagénaire. 21 passagers ont été transportés aux urgences du CHT. Leila et sa sœur font partie de ces victimes. Elles prenaient le bus pour se rendre au travail. Je suis vraiment sur le choc. Mais je croyais que ma sœur qu'elle est passée là où elle est là. Ça m'a traumatisée. Et puis là, ma soeur, elle va bien. Elle est blessée. D'un côté, je ne voulais pas entrer. J'ai envie de rester un peu encore avec ma soeur. Mais là, je vais me reposer. À la suite de cet accident, le CHT a déclenché son plan blanc afin de pouvoir accueillir un maximum de blessés. Alors aux urgences, ça consiste à libérer des locaux pour pouvoir accueillir les victimes, rappeler du personnel soignant pour pouvoir s'occuper des victimes et puis d'organiser aussi l'aval, c'est-à-dire l'hospitalisation éventuelle des patients les plus graves. Donc aussi de faire libérer des places d'hospitalisation et tout ça en coordination avec la direction de l'administration et avec aussi les autres services d'urgence et notamment la clinique ce matin. La clinique Quindomania qui a également été mobilisée, elle a accueilli depuis ce matin les patients qui étaient déjà aux urgences du CHT. Par voie de communiqué, le Medipôle a d'ailleurs appelé les Calédoniens à éviter les urgences. Par conséquent, et pour permettre aux équipes de prendre en charge toutes les victimes, nous demandons aux Calédoniens de reporter dans la mesure du possible toutes les venues aux urgences à cet après-midi ou de se rendre aux urgences de la clinique Quindomania. Concernant les causes de l'accident, l'enquête est en cours. L'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a présenté ce matin dans ses locaux sa feuille de route pour la période 2023-2024. Le nouveau président Stéphane Reuterer, la vice-présidente Nadège Meyer et la nouvelle rapporteure générale Sophie Charlot ont exposé les axes stratégiques qui composent cette feuille de route. On écoute le nouveau président Stéphane Reuterer au micro de Michel Pimbé. Donc, premier axe, comme je l'ai développé, c'est essentiellement une orientation vers la protection du consommateur, on va dire, à travers un contrôle donc, des comportements des entreprises. C'est le cœur classique du droit de la concurrence. Donc, un deuxième axe sur les pratiques commerciales restrictives, c'est-à-dire qui concerne essentiellement les entreprises, donc consommateurs,
entreprises. Un troisième axe qui vise plutôt la dépense publique, c'est-à-dire les collectivités territoriales, tout ce qui touche les finances des collectivités territoriales, regarder de près les pratiques dans ce cadre-là. Et puis le troisième axe, alors il est un peu plus transversal, c'est essayer de davantage prendre en compte l'environnement. En bref, justice. Le nom de Jacques Lallier a été cité dans 2 affaires ce matin au tribunal de première instance. Dans la première, le président de la province des îles Loyauté est suspecté d'atteinte à la liberté d'accès ou à la légalité des candidats dans les marchés publics. À cette infraction s'ajoute une suspicion de travail clandestin par dissimulation d'emploi salarié. À la demande des avocats chargés de sa défense, les 2 dossiers ont été renvoyés au 13 février 2024. Santé sexuelle et sociale de nos aînés. Lever le tabou sur la vie sexuelle et affective des seniors, tel est l'objectif d'une conférence donnée ce matin à la mairie de Nouméa. Le regard que la société porte sur cette thématique n'est pas sans conséquence sur la conception du désir de nos aînés. Face à ce constat, le Centre communal d'action sociale de Nouméa a proposé une séquence d'échanges avec des professionnels. L'occasion de libérer la parole et par là même de sensibiliser le public. Voyez ce reportage de Audrey Changuine-Poédier. Ça, il y a 10 ans, moi et toi, ça ne pourra pas durer. Ça durera ce que ça durera, ça ne vient d'égal. C'est pas une histoire d'amour, tout ce qui t'intéresse, c'est t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air, ça t'intéresse pas, toi. Mais ils sont insensés tous les deux, comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre? Moi que je vous ai fait avec mes oreilles. Ou bien autre chose que vous voulez pas entendre. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Comment réinterroger sa vie affective et sexuelle à travers l'âge? Tel est l'objet de la présentation de cette médecin sexologue. Durant 2 heures, la trentaine de participants ont pu aborder différents aspects. Désir, excitation, perception du corps ou encore le regard de la société sur ce sujet, jugé tabou par les participants. Donc, à votre avis, pourquoi la sexualité des seniors est-elle aussi taboue? Mais c'est quand même assez tabou. Alors, est-ce que c'est par rapport à nos anciens? Je ne sais pas. D'autres cas aussi que j'ai pu rencontrer avec nos seniors me disent souvent, tu sais, on voudrait tellement rencontrer quelqu'un, mais on a peur de parler de sexualité. Parce que ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils étaient avec leur mari ou leur épouse qui ont perdu. Et avoir une relation amoureuse, sexuelle, pour eux c'est encore un peu tabou. Pour eux c'est encore qu'est-ce qu'ils vont penser les enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser les petits-enfants. La sexualité des seniors, c'est tabou et c'est vu comme quelque chose de dégradant, de décadent. Souvent, les enfants ont du mal à s'imaginer leurs parents avoir une vie sexuelle. Les parents deviennent des grands-parents, ont une fonction de grands-parents et ne sont plus des êtres sexués. Ça ne s'arrête pas. La sexualité, elle est différente à 20, 30, 40, 50, 60 ans. Elle va s'adapter au vieillissement du corps, à nos capacités ou nos incapacités. La sexualité, souvent, on s'imagine que c'est toutes les positions du Kama Sutra, etc. La sexualité, c'est un moment intime, un moment privé qu'on peut partager avec l'autre. Et ça, chaque personne y a droit. Sensibiliser les seniors à ce sujet est aussi un enjeu pour la santé de nos aînés. En France, selon un rapport de l'École des hautes études en santé publique, depuis 2008, le nombre de sexagénaires infectés par le VIH est en augmentation constante, une problématique parmi tant d'autres. Une bonne érection matinale, c'est le signe d'être en bonne santé. Et quand il commence à y avoir des dysfonctions érectiles, eh ben c'est important que la personne puisse aller consulter son cardiologue parce que c'est souvent des problèmes cardiaques, donc c'est une alerte. Les professionnels espèrent démocratiser le sujet et libérer la parole à travers ce genre d'initiative. Au pays, aucune étude n'a été menée sur le sujet. En France, selon un rapport de la Fondation Petits Frères des Pauvres, publié l'année dernière, une personne âgée sur 2 a des relations intimes et 91% en sont satisfaites. Éducation, plus de peur que de mal, hier au lycée professionnel et commercial Escoffier. Les sapeurs-pompiers de la ville de Nouméa sont intervenus après qu'une odeur de gaz ait été ressentie.
Les lieux ont été évacués, les vannes d'alimentation fermées et les espaces ventilés. Si le relevé des explosifmètres, les détecteurs de gaz explosifs n'ont rien révélé, l'incident alerte le syndicat national de l'enseignement technique Action Autonome Force Ouvrière qui rappelle la vétusté de l'établissement scolaire et de ses installations. Le 23 mai marque l'hommage national des victimes de l'esclavage. Ce matin, une commémoration tout en fleurs s'est tenue sur le quai du musée maritime de Nouméa, un moment de recueillement initié par le Haut-Saria de Nouvelle-Calédonie et appuyé par l'Amicale Antilles-Guyane. Écoutons son président, Pascal Millon-Desvignes, au micro de Maëlys Vézir. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas eu l'esclavage en tant que tel, mais c'est une date commémorative nationale, donc l'État est en droit de la commémorer. Historiquement, les cérémonies organisées par l'État sont faites au monument aux morts. Nous avons préféré trouver un autre lieu. Ce lieu s'y prête très bien, donc le musée maritime, parce qu'on est face à la mer. L'esclavage est venu de la mer, donc les esclaves sont venus de la mer. On connaît un petit peu la problématique en Nouvelle-Calédonie avec l'avenir institutionnel, mais voilà, il faut quand même dire aux gens qu'il y a d'autres choses qui se sont produites dans l'histoire coloniale et expliquer un petit peu aux générations d'aujourd'hui et futures qu'il y a quelque chose qui s'est produit, qu'il faut éviter que ça se reproduise. Et de faire attention à toute forme d'esclavage, parce que là on parlait de traite négrière à l'époque, mais aujourd'hui l'esclavage existe encore dans nos sociétés modernes malgré tout. Et une stèle commémorative en hommage aux victimes de l'esclavage est en cours d'élaboration. Elle sera mobile pour permettre ce devoir de mémoire dans les différentes communes du Caillou. Les archéologues de l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique sont actuellement en mission dans la tribu de Wassé sur la presqu'île de Bogota à Canala, et c'est l'objet de notre feuilleton de la semaine. Ils ont implanté leur carré de fouilles dans la baie près d'un ancien four à pain. Lors de leurs investigations, de nombreux tessons de poterie sont mis à jour. Ils permettent de dater les étapes d'occupation de la presqu'île. Immersion dans cette fouille archéologique avec Anissa Toussi. Une équipe d'archéologues de l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique sont en mission sur la presqu'île de Bogota. Ils ont 2 semaines pour procéder à des fouilles dans la baie de Wassé. Leur carré de fouilles est implanté ici, sur cet amas coquillé qui servait autrefois de zone de rejet. Un lieu propice à la découverte d'informations sur la chronologie d'occupation de la presqu'île. Le principe de l'archéologie, au fait, c'est comme si quand on ouvrait un livre, mais que tu le commences par la fin. Voilà. C'est-à-dire que nous, là, on est sur la dernière page et il faut qu'on remonte tout doucement vers les premières pages de l'histoire et de l'archéologie de Wassé et de Bogota, surtout, tu vois. C'est l'archéologie de la presqu'île qui est étudiée. C'est pour ça qu'on fait attention, on récupère tous les niveaux, le mobilier archéologique et on va enregistrer chaque couche et on isole chaque couche dans un sachet. Les fouilles s'effectuent par US, unité stratigraphique. De cette manière, les archéologues mettent à jour le mobilier archéologique, tel que les poteries, les herminettes ou encore les haches, tout en respectant l'ordre de formation des couches dans le temps. Donc, il y a un décor qui est plus grand, au fait, qui part d'ici, qui redescend. Là, on a une partie qui est visible et en fait, on n'a pas l'autre moitié de peau. Et en fait, la technique pour reproduire ces pustules, au fait, c'est qu'ils vont venir avec un pic, au fait, ils vont repousser de l'intérieur, tu vois. Et généralement, de l'autre côté, on a ça. Alors là, on est sur de la poterie qui date de l'ensemble culturel traditionnel kanak, tu vois. Voilà. On est sur les derniers pots qui sont fabriqués durant la période qui va de 1000 après Jésus-Christ jusqu'au premier contact européen, même après, parce qu'elle continue d'être produite au fait sur la Grande Terre. La chronologie, au fait, aujourd'hui, elle est calée. Voilà, il y a déjà eu des travaux longuement menés sur la poterie calédonienne et sur l'identification et la datation des niveaux. La céramique est un marqueur culturel.
Grâce à elle, sur le terrain, les archéologues arrivent à lire dans ce livre d'histoire à ciel ouvert. À travers ces poteries collectées en surface, la longue chronologie céramique de la Nouvelle-Calédonie, qui va de la période avant Jésus-Christ jusqu'à celle de l'ensemble culturel kanak, est visible sur toute la presqu'île de Bogota. Les échantillons de charbon et de coquillages sont soigneusement récupérés, car une fois analysés dans un laboratoire néo-zélandais, ce sont ces éléments qui permettent une datation plus précise. Ça fait partie du matériel archéologique et on peut tirer des informations de là-dedans. Par exemple, les poissons, on pourra déterminer de quel type de poisson c'est, quel type de poisson les gens mangeaient dans le temps, soit du bord de mer, soit de la mangrove, soit du poisson de l'art. Ces campagnes de fouilles archéologiques sur la presqu'île de Bogota sont pluriannuelles. Vient s'insérer à ce lent projet d'études la thèse de doctorat de Jean-Marie Wadrawan sur les dynamiques des échanges kanak et sa matérialisation dans l'espace. Et demain, dans le 3e épisode consacré aux fouilles archéologiques, nous verrons comment la presqu'île de Bogota, toutes ces fouilles nourrissent la thèse de Jean-Marie Wadrawan, des recherches consacrées au dynamisme des échanges kanak et leur matérialisation dans l'espace. Toute la semaine, la commune du Mont-d'Or organise des actions de sensibilisation aux situations de handicap. Aujourd'hui, le lycée Saint-Pierre-Chanel a accueilli le collectif Handicap qui organise un escape game un peu spécial. Anna Mazer-Pirodon a suivi l'aventure des participants. Chacun leur tour, les élèves du lycée Saint-Pierre-Chanel du Mont-d'Or ont tiré au sort leur handicap. Vous serez sourd pendant le jeu. Ils en seront dotés pendant 1h30, le temps d'un escape game. Pour s'échapper, pas d'autre choix que de communiquer, même si la tâche est parfois compliquée. Attends, c'est faux. Tu peux me guider, Luc? Cette activité était proposée par le Centre communal d'action sociale du Mont-d'Or dans le cadre de l'opération de sensibilisation Handicapable. Ça a pour objectif de sensibiliser les plus jeunes sur le handicap et notamment les difficultés que vivent au quotidien les personnes en situation de handicap. Et rien de tel qu'un jeu pour se mettre à la place des personnes en situation de handicap au quotidien. On avait souhaité créer un outil qui soit à la fois ludique et pédagogique et qui soit à la fois également captivant pour les jeunes. Et voilà, on avait pensé justement à ce jeu d'escape game et c'était aussi pour nous le jeu en fait était pour nous à la mode et permettait voilà, de toucher un public plus large. L'activité a porté ses fruits. Ashley, elle, était aveugle pendant le jeu. Je pouvais pas les aider visuellement. J'étais obligée de demander de l'aide à mes camarades. Malgré les handicaps, ils ont les mêmes capacités que nous. Est-ce qu'il y a eu l'entraide et l'esprit d'équipe pour vous faire participer au jeu? L'entraide est la clé, pas seulement dans le jeu, mais aussi au quotidien. Au cours de la semaine, d'autres activités seront proposées. Un film sera projeté aux étudiants jeudi pour évoquer les discriminations vécues par les femmes en situation de handicap. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.